Le vice-président du Front National est avec nous, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous entend peu là depuis le début de cette crise. Ça fait 4 mois que ça dure en Ukraine, Florian Philippot. Mais je voudrais savoir, est-ce que l'Union européenne doit sanctionner les dirigeants ukrainiens aujourd'hui? On est d'abord tous touchés par ce qui se passe, évidemment, en Ukraine. Ça, tout le monde dit ça. Évidemment, mais il faut quand même le dire, par ces scènes qui sont dramatiques. Oui. Maintenant, moi, je pense que la solution la plus intelligente, c'est d'aller rapidement vers de nouvelles élections. Ça me semble indispensable. C'est-à-dire, Yanukovych doit quitter le pouvoir, vous demandez? Ce sera aux Ukrainiens d'en décider. En tout cas, il faut qu'il y ait de nouvelles élections. Je ne vais même pas mettre à la place du peuple ukrainien. Et surtout, maintenant, éviter l'ingérence de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, jusqu'ici, a mis de l'huile sur le feu. Voilà, ça a été ça son action. D'abord en faisant des promesses totalement inconsidérées à l'Ukraine. On n'avait pas à proposer à l'Ukraine de s'associer ou même ensuite d'être membre de l'Union européenne. Non, il n'y a jamais été question de l'Union européenne. Bien sûr que si. Il n'y a jamais été question de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Parce qu'une nouvelle adhésion commence toujours par une association avec des États. Ça n'est pas l'intérêt de l'Ukraine et ça n'est pas l'intérêt de l'Union européenne. Je rappelle que le salaire moyen dans ce pays, c'est moins de 300 € par mois et que c'est un pays de 45 millions d'habitants. Nous n'avons pas à continuer l'élargissement de l'Union européenne et ça n'est pas non plus l'intérêt des Ukrainiens et de l'Ukraine. Mais voilà. Vous dites l'Union européenne a mis de l'huile sur le feu et continue à le faire. Comment imposer de nouvelles élections ou encourager, si je puis dire, pardonnez-moi le mot, le président Yanukovych à organiser de nouvelles élections si l'Union européenne n'exerce pas de pression? Ça n'est pas à l'Union européenne de le faire, elle est partie prenante, elle a soutenu des manifestants, elle a fait des promesses inconsidérées, elle menace de sanctions, ce qui est idiot. En Biélorussie, je vous signale que idiot, contre-productif. Je vous signale qu'en Biélorussie, les sanctions, ça s'est traduit par un durcissement du régime. Et les opposants ont été encore plus sanctionnés. Bravo l'Union européenne. Alors l'Union européenne, elle doit se retirer. Vous savez, il faut tenir à distance deux acteurs. Ne plus s'intéresser à la crise ukrainienne. Il faut tenir à distance de l'Ukraine deux acteurs, l'Union européenne et BHL, parce que partout où va BHL, les missiles tombent. Alors il faut maintenant aller vers une autre politique qui soit de nouvelles élections, remettre la Russie dans le jeu, parce qu'on a tenu à l'écart dans une espèce dans le jeu. Très peu, et on peut la mettre intelligemment dans le jeu en saisissant une organisation qui existe et qui est faite pour ça, qui s'appelle l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La Russie en fait partie, comme les pays européens. Voilà la bonne organisation collégiale, beaucoup plus collégiale que l'Union européenne, qui est adaptée. Ne nous mêlons pas de ce qui se passe en Ukraine, c'est ce que vous dites. On peut s'en mêler par la diplomatie. Laissons le président Yanukovych et les opposants se débrouiller entre eux, c'est-à-dire se tirer dessus, et laissons le président Poutine faire ce qu'il veut en Ukraine. Ne serait-ce pas un petit peu caricatural, Monsieur Bourdin, le résumé que vous faites? Mais j'aimerais pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit la diplomatie peut agir, mais l'Union européenne vient avec ses gros sabots. Mais comment peut-elle agir? Mais je vous l'ai dit, il faut de nouvelles élections, il faut faire entrer la Russie dans le jeu, sortir de cet esprit de guerre froide. On n'est pas en guerre froide avec la Russie. L'URSS c'est terminé, le bloc de l'Est c'est terminé. Il faudrait le rappeler quand même aux diplomates occidentaux et notamment en France qui sont fascinés par les États-Unis au point d'en détester la Russie. Et il faut évidemment utiliser les armes de la diplomatie, notamment l'OSCE, et cesser ces promesses inconsidérées à l'Ukraine. Moi, je ne veux pas que l'Ukraine entre dans l'Union européenne, comme les Français. Mais bien sûr que si. C'est le phénomène classique. Je vous signale qu'on vient de faire entrer la Croatie il y a quelques mois. Est-ce que les Français le savent? Même pas. Et pourtant, c'est le 28e État membre de l'Union européenne. Vous voyez, les Français ne sont même pas au courant. Et c'est un nouveau pays qui est entré, avec ses difficultés, avec ses problèmes. Donc, si j'ai bien compris, et ce sera beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace pour les Ukrainiens eux-mêmes. Pas de sanctions, on est bien d'accord aujourd'hui. Pas de sanctions, ce serait pire que tout. Pas de sanctions. La diplomatie sans menace, je vois pas trop comment on va inciter le pouvoir en place en Ukraine qui est corrompu, vous le savez. Vous pensez que ça a été efficace, qu'on a fait jusqu'ici? On va refaire le scénario libyen? On va refaire le scénario Est-ce que vous comparez, irakien, comme l'a fait Bernard-Henri Lévy, Yanukovych à Kadhafi? Non mais voilà, c'est ça leur but, c'est de refaire la même chose. C'est pour ça que je dis il faut tenir à distance Bernard-Henri Lévy et BHL, surtout qu'il n'y aille pas, qu'il arrête de faire son petit numéro. La diplomatie ne se fait pas à base de pitrerie. La diplomatie ne se fait pas à base de pitrerie. On voit le résultat aujourd'hui en Libye, c'est une catastrophe. Quand vous êtes occidental, vous ne pouvez même plus mettre un pied à Benghazi. Est-ce que c'est Vladimir Poutine qui peut régler le problème ukrainien selon vous? Il ne pourra pas le régler seul, c'est aux Ukrainiens de le régler, mais
Poutine est un acteur puisqu'il dirige la Russie et que la Russie ne peut évidemment pas être tenue à l'écart du jeu. Je rappelle quand même que historiquement, ce qui se passe en Ukraine est compréhensible. Historiquement, l'Ukraine est divisée en deux. Il y a une partie russophone, on le sait bien, et depuis très longtemps, et une partie plus européenne, plus occidentale, ce qui explique aujourd'hui les difficultés. Il faut aussi connaître le contexte et ne pas avoir une diplomatie complètement manichéenne où tout se vaut. Il y aura un axe du bien, il y aura un axe du mal. Un aveuglement occidental et notamment européen, un aveuglement anti-russe. Je crois surtout que dans les chancelleries occidentales, on regarde trop les films d'Hollywood, et on a trop écouté la diplomatie de Monsieur Bush, fils. Père aussi d'ailleurs, qui nous expliquait qu'il y avait les gentils et les méchants. Parfois il y a des méchants gentils et des méchants méchants, parce que l'émir du Qatar est un gentil méchant. Le roi d'Arabie Saoudite est un gentil méchant aussi, parce que grâce à lui on a des dollars. Mais je pense qu'il faut sortir de cette diplomatie idiote. Il y a des réalités historiques, culturelles, politiques. Il faut travailler sur ces réalités dans l'intérêt du peuple ukrainien, dans l'intérêt de tout le monde, et trouver pour l'Ukraine une voie ukrainienne, une voie nationale. Bien. Poutine est un modèle pour vous ? Poutine n'est pas un modèle. Poutine a fait des choses comme d'autres. Dit Marine Le Pen, mais Marine Le Pen n'a pas dit que c'était un modèle. Marine Le Pen a dit, à raison, à juste titre, elle a des liens très étroits quand même avec le pouvoir de Vladimir Poutine. Elle avait été reçue en Russie, bien sûr, officiellement. Il y a beaucoup de liens entre le Front National. J'ai beaucoup d'éléments, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Est-ce qu'il faut se couper de la Russie, qui est un acteur majeur? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la France. Il y a beaucoup de liens avec la Russie. Ce que je disais tout à l'heure, sortons d'une vision ridicule de néo-guerre froide. On n'est pas en guerre froide. Il faut discuter avec tout le monde. Je préfère discuter avec la Russie qu'avec l'Arabie Saoudite, je vous le dis tout de suite. En Arabie Saoudite, il y a l'esclavage et la lapidation des femmes. Et pourtant, ça ne gêne pas les chancelleries occidentales. Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quand même rétabli l'État russe, il a quand même rétabli l'économie russe et il a remis son pays sur la scène internationale. On peut le dire, ce n'est pas le vénérer que de dire cela. Maintenant, je préfère considérer qu'il faut travailler avec tout le monde et notamment la Russie parce qu'on a un intérêt géostratégique à le faire. On doit sortir du petit carcan étriqué de l'Union européenne. Notre seul horizon, ce serait Berlin, Bruxelles. Non. Notre horizon, il est mondial. On est la France, on est une grande puissance mondiale. On est présent sur les 3 océans, sur les 5 continents. Notre langue est parlée partout. Et nous sommes le 2e espace maritime du monde. On a une vocation mondiale. Nous sommes une grande puissance. On doit le rappeler. Vous qui voulez que la France sorte de l'Union européenne, abandonne l'euro, Florian Philippot, finalement c'est une opportunité cette crise ukrainienne, parce que pour l'instant elle montre l'impuissance de Bruxelles, de l'Union européenne. Est-ce pour vous une opportunité? Parce que vous avez dit vous-même, j'espère qu'il y aura une crise dans l'Union européenne. Il la faut. La voilà la crise. Je crois qu'il ne faut pas mettre l'Ukraine dans cette affaire-là. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons nous ici à cause de l'Union européenne. Ce que vous dites sur la sortie de l'Union européenne, ce serait par référendum, comme va le proposer M. Cameron au Royaume-Uni pour le peuple britannique. Je le rappelle. Il n'est déjà pas dans l'Union européenne ou à peine. Il est dans l'Union européenne. Mais à peine. Voilà. Vous voyez comme ils s'en sortent mieux. Ils ont 2% de croissance. Vous croyez que c'est à cause de ça ou grâce à ça? Parce qu'ils ont une monnaie nationale, qu'ils ont pu la dévaluer, comme l'a fait la Suisse d'ailleurs, et tous les pays qui s'en sortent aujourd'hui dans le monde ne sont pas dans la zone euro. Et ça, c'est un constat que de le dire. Il y a d'autres pays dans la zone euro qui s'en sortent très bien, mais bon. Lesquels? L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne a fait... Alors attendez. Oui. S'en sortir très bien, c'est faire 0,4% de croissance en 2013. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. 5 fois moins que le Royaume-uni ou la Suisse. Elle va faire beaucoup mieux en 2014, vous le savez. Ça, on n'en sait rien. Et l'Allemagne, c'est quoi aussi? Ce sont des salaires à 500 €. C'est la précarité généralisée. C'est 17% des gens sous le seuil de pauvreté. Non, je pense qu'il faut aussi revenir à la réalité. Alors revenons, moi je vous pose la question. Vous dites, il faut qu'il y ait une crise. Une crise, vous avez dit. Vous savez ce que c'est? Voilà une crise de l'Union européenne. Étymologiquement, une crise, c'est négatif et positif. Est-ce que vous êtes content de voir l'Union européenne incapable de s'entendre sur le dossier ukrainien? Nous voulons, et je veux libérer mon pays et les nations d'Europe tout entières de ce carcan, de cette prison meurtrière, mortifère qu'est l'Union européenne. Cette prison anti-économique, anti-sociale, antidémocratique, les frontières, antinationale. Entre les différents pays européens, on est bien d'accord. On rétablit les frontières comme elles existent partout dans le monde. C'est pas des barricades, ce sont des frontières, les filtres. L'Allemagne récupère le mark, la France récupère le franc. Et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et ce sera surtout mieux pour l'industrie française, mais aussi l'industrie italienne ou espagnole, qui pourra respirer. Ce sera bon pour nos exportations. Vous savez, aujourd'hui, 95% des pays du monde, je le rappelle, ont leur monnaie nationale, ont leurs frontières, ont leur souveraineté. Il n'y aurait que cette anomalie qu'est l'Union européenne qui devrait faire autrement. Et si encore ça marchait?
Je me dirais, on s'est trompé, on ferait amende honorable, mais ça ne marche pas. C'est la zone qui marche le moins bien dans le monde, où il y a le plus de chômage. Rien. Bien sûr que si. C'est la zone qui fait le moins de croissance et le plus de chômage. Les pays émergents sont en difficulté économique, vous le savez actuellement, Florian Philippot. Ce qu'on appelle difficulté économique dans un pays émergent, c'est quand il tombe à 5% de croissance. Tout dépend des pays. Florian Philippot, vous êtes frontalier à Forbach. Frontalier, tout à fait. Vous êtes à quoi 5 minutes de l'Allemagne? À peu près, 10 minutes, oui. Donc vous allez établir une frontière entre l'Allemagne et la France, quoi. Comme vos travailleurs de Forbach, qui sont 20% à Forbach, à aller travailler en Allemagne, c'est ça, 20%. Hein, comme les Forbachois ont connu la frontière allemande pendant très longtemps, je vous rassure, ils savent ce que c'est la frontière. Mais moi, vous les avez interrogés, vous croyez qu'ils aimeraient, eux que des frontières soient rétablies, mais bien sûr, parce que ça concernera pas que l'Allemagne ait son marque et que la France ait son franc, qu'ils soient payés comment alors en marque, vous savez qu'ils l'ont dit, les Forbachois. Vous savez ce qu'ils ont voté en 2005 à la Constitution européenne, les Forbachois, les Mosellans et les Lorrains, ils ont voté non, très majoritairement, comme les Français. Ils ont bien compris, ils savent très bien que ça ne concernera pas les travailleurs frontaliers. D'ailleurs, moi, je veux régler la question des travailleurs frontaliers, notamment des retraités. Vous savez quoi? On a construit l'Union européenne, ce gros machin. On n'est même pas capable, je crois un exemple très simple, de régler une question toute bête entre la France et l'Allemagne, la question des pensions de retraite. Aujourd'hui, les travailleurs français sont lésés alors qu'ils ont travaillé en Allemagne, nos retraités. Ça, on pourrait le régler, ça s'appelle de la coopération entre deux pays. Mais on ne le fait pas parce qu'on est obligé de passer par ce gros machin bruxellois. Bien, les Forbachois, comme les Mosellans, comme les Français, ont compris qu'il ne s'agissait évidemment pas de filtrer les gens honnêtes, mais de filtrer les réseaux, la criminalité, l'immigration clandestine, et puis de mettre des barrières douanières quand c'est nécessaire, quand il y a une concurrence déloyale. C'est bon pour l'industrie et ce sera bon. Vous savez, si le franc était dévalué de 20%, le nouveau franc, il ne s'agit pas de revenir à l'ancien, le nouveau franc, eh bien, l'industrie lorraine, mosellane repartirait extraordinairement bien. Parce qu'elle aurait une bouffée d'oxygène, elle cesserait de perdre des emplois. Oui, avec quels clients? Mais avec les clients de notre propre territoire qui retrouveraient de l'emploi et donc du pouvoir d'achat, avec nos PME qui fleuriraient. Voilà ce que c'est que la solution, une des solutions aujourd'hui. Le problème, c'est que vous êtes suivi sur de nombreux points au Front National, mais pas du tout. Je regarde toutes les enquêtes d'opinion, j'entends beaucoup de Français qui nous disent, mais le Front National, pourquoi pas sur certains points. Mais alors, vraiment, la fin de l'euro, la sortie de l'euro et surtout la sortie de l'Union européenne, non, on n'en veut pas. On ne veut pas de cette idée-là. Ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai, parce que sur la sortie de l'Union européenne, on est à plus de 40% déjà des Français qui le veulent, alors qu'on est les seuls à le défendre dans la classe politique française. C'est tout à fait remarquable. Sur l'euro, on va continuer le travail de pédagogie parce qu'on y croit et parce que c'est bon pour la France. C'est tout. Parce que nous, vous voyez, ça prouve qu'on n'est pas électoraliste, on réfléchit à l'intérêt général. Si ça n'a pas marché, il faut en tirer les conséquences. Ceux qui nous proposent aujourd'hui de continuer avec cette monnaie sont totalement irresponsables. Ou alors mentent. C'est monsieur Montebourg, qui nous explique tous les 4 matins que si on dévaluait l'euro, ce serait formidable pour l'emploi, on créerait 200 000 emplois, on baisserait le déficit et la dette. Il a raison. Le seul problème, c'est son insincérité, parce qu'il sait très bien que dans ce système-là, l'Allemagne et la Banque Centrale Européenne refuseront de dévaluer l'euro et qu'évidemment, il n'y a pas de solution dans ce carcan. Bon, Florian Philippot, je ne vais pas continuer sur Forbach, parce que je crois savoir que vous voulez créer l'Eurodistrict, c'est ça? Non, il existe déjà. Oui, on va le développer. Oui, il existe, mais ça, c'est de la coopération transfrontalière. Oui. Voilà, ça, ce sont des choses intelligentes, mais ça existe, donc c'est intelligent, ça marche très bien. Mais ça dort aujourd'hui. Là-bas, ça dort. Donc ça marche très bien, c'est ce que je... Et quand c'est de la coopération, moi je suis pour. Vous voyez, par exemple, le prix du tabac à la frontière, ça devrait être réglé par la coopération, parce que nos buralistes en souffrent, parce que c'est beaucoup moins cher en Allemagne. On est bien d'accord, mais c'est ça que je veux développer. C'est avec plus d'Europe que vous réglerez ça. C'est pas en fermant les frontières. Mais Florian Philippot, qui vous a dit qu'on voulait fermer les frontières? Fermer les frontières. Monsieur Bourdin, fermer les frontières. Vous avez une fâcheuse habitude, c'est qu'on dit quelque chose et à la fin vous faites un résumé qui ne ressemble pas à ce qu'on a dit. Vous le caricaturez. Alors on a dit maîtriser les frontières. Oui. Pas de ligne Maginot. Maîtriser, ça veut dire un filtre. Non, mais merci de penser que je l'Union européenne, ça veut dire quoi? L'Union européenne, ça veut dire qu'on doit tout décider à partir de Bruxelles, à partir de l'avis de technocrates soumis à la grande finance, soumis aux lobbies internationaux. Non, ça n'est pas ça, la coopération entre les nations. Ça n'est pas ça. Le pacte de responsabilité, 50 milliards d'euros, c'est ce que l'État doit trouver. Vous en pensez quoi d'abord de ce pacte de responsabilité? Vous y êtes favorable ou pas? Baisse des charges des entreprises, non?
Enfin, ce pacte de responsabilité, que les choses soient très claires, c'est un des instruments de l'austérité qu'on a déjà tenté avant en Grèce, en Espagne, en Italie. C'est simplement plus d'austérité et plus d'impôts, parce qu'il sera financé comment? Moi, je vous le dis tout de suite, par des coupes dans les dépenses utiles, les dépenses d'investissement, les dépenses pour la défense nationale, pour la sécurité, la justice, pour la santé notamment. Et moins de fonctionnaires. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? On va le financer aussi par une augmentation de la fiscalité, notamment la hausse de la CSG pour les retraités et pour les salariés, que les choses soient très claires, c'est écrit dans le rapport Gallois. Bon, dites-moi, Florian Philippot, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France? Il y a trop de fonctionnaires dans les grandes collectivités locales, c'est une évidence. Globalement. Non, je raisonne pas comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah oui, mais alors on va faire une mesure comptable. Vous êtes comme tous les autres. Quand je pose la question, globalement, aujourd'hui il y a un peu plus de 5 millions de fonctionnaires, avec les différentes fonctions publiques, qu'elles soient d'État, hospitalières ou territoriales. Est-ce que globalement il y a trop de fonctionnaires? Je ne peux pas vous dire. Il y a des oui. Ben oui, mais l'UMP dit oui. L'UMP a une vision comptable ou électoraliste des choses. Nous avons une vision d'intérêt général. Il y a des secteurs où il n'y en a pas assez, notamment dans certains services publics qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Je pense à la Poste qui ne fonctionne plus bien parce qu'il y a plein de la même chose que la gauche. Beaucoup de villages et beaucoup de campagnes qui ont été totalement abandonnées par les services publics. On le sait bien. La défense nationale, c'est une catastrophe ce qu'on est en train de faire. De la sabré, et ça a commencé sous Nicolas Sarkozy et ça continue sous François Hollande. En revanche, il y en a beaucoup trop dans certaines grandes collectivités locales, des régions, le Parti socialiste, le Parti socialiste arrête d'embaucher à tour de bras dans les régions qu'il dirige alors, s'ils sont conséquents, s'ils disent vraiment cela, parce que eux ils embauchent à tour de bras pour des raisons clientélistes. Les régions, les grandes intercommunalités, certains départements, certaines grandes villes, voilà, oui, bien sûr qu'il y en a trop, évidemment. Mais moi, globalement, on ne touche pas au nombre global, mais on répartit autrement. On fait en sorte qu'on soit le plus efficace possible pour le service public et pour les finances publiques. Mais pour revenir 2 secondes. Que vous dites ça, on fait en sorte d'être le plus efficace possible. Moi, je ne suis pas dans le slogan politique. Je suis dans la réalité de ce que vivent les Français. Et sur le pacte de responsabilité. Le seul problème, c'est que c'est une logique de gestion de la pénurie. Et d'ailleurs, l'UMP est d'accord. Vous avez vu comme ils étaient embarrassés. C'est leur programme, inspiré par le MEDEF d'ailleurs. C'est monsieur Gattaz qui l'a dit. Nous sommes les grands inspirateurs. Monsieur Gattaz, c'est le Premier ministre de la France aujourd'hui? Non, c'est l'un des vice-chanceliers. Parce qu'ils sont tous vice-chanceliers de Madame Merkel, qui est la chancelière, qui, elle, dirige véritablement la France en partenariat avec la Commission européenne. Ça, ce sont les vrais dirigeants. Monsieur Hollande, tout le reste, ce sont des vice-chanceliers, et Monsieur Gattaz en est un. Peut-être un petit peu au-dessus, c'est vrai, des autres. Mais c'est vrai que ce pacte de responsabilité, il n'y aura pas de contrepartie, parce que les PME ne peuvent pas embaucher s'il n'y a pas de clients, on le sait bien, et les grandes entreprises ne joueront pas le jeu, ils l'ont déjà annoncé. Et puis surtout, on gère la pénurie. On ne veut pas relancer la croissance avec ce système-là. Il faut relancer la création de valeur, la création de richesse, la création de croissance. Je reviens en France. aux 50 milliards. L'UMP dit qu'il faut baisser certaines aides sociales. Vous êtes d'accord ou quoi? Il y a des aides sociales à baisser? Franchement. L'UMP, vous savez, dès qu'ils peuvent faire plus d'austérité, ils le font. Moi je vous réponds très précisément. Il faut mettre en place la priorité nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines aides qui doivent être réservées aux Français. Mais pourquoi vous interdisez à certains candidats de dire ça, la priorité nationale? J'ai vu ça, il y a certains candidats du Front National qui, dans leur programme municipal, défendaient la priorité nationale ou la préférence nationale. Il y en avait un ou deux qui l'avaient conservé, et c'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres candidats d'autres partis. Vous avez dit non, et là vous dites oui, je comprends pas. Non, nous disons simplement que ça n'est pas dans les compétences de la commune, que ça n'est pas possible aujourd'hui avec le cadre légal de le faire au niveau municipal, mais au niveau national, on peut le faire. Quant aux aides sociales, moi je veux surtout lutter contre les fraudes, contre les abus et contre les profiteurs. Voilà. Vous savez, nous on avait proposé de mettre en place un secrétariat d'État à la lutte contre la fraude, pour globaliser cette lutte, pour la rendre plus efficace. Fraude fiscale, fraude sociale, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas menée, ce combat n'est pas mené. Et évidemment, ceux qui le méritent doivent recevoir davantage, on doit les aider à retrouver un emploi, on doit donc recréer, je le disais, la croissance et l'emploi, réindustrialiser la France. Ce sont des mots, ça recrée la croissance. C'est ce dont nous parlions. Une autre politique économique sur la monnaie, sur le protectionnisme intelligent, sur le patriotisme économique pour soutenir nos petites entreprises, nos PME, nos PMI, et évidemment tous ceux qui prennent des risques aujourd'hui. Ce sont aussi nos entrepreneurs qu'il faut aider, et on ne le fait pas. Florian Philippot, vous avez vu les décisions du président de la République sur le Panthéon? 4 entrées, Germaine Tillion, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle et Jean Zay. Alors 3 résistants, et Jean Zay qui était ministre de l'Éducation nationale du Front populaire de la Troisième République, assassiné par la milice le 20 juin 1944. C'est un bon choix? Ça me paraît bien.
Les 4 très bien. Oui, les 4 me semblent bien. J'aurais un petit coup de cœur particulier pour Geneviève de Gaulle parce que elle est une résistante et puis elle s'est toujours battue contre la grande pauvreté. C'est elle qui a créé ATD Quart-Monde. Voilà, c'est une femme de courage et ça permettra de faire entrer le nom de Gaulle au Panthéon. Les municipales, vous aurez combien de listes finalement? Je ne suis pas capable encore de vous le dire. Toujours pas? Non, les dépôts de listes se font, je crois, jusqu'au 6 mars. À peu près combien de listes? Nous espérons en avoir environ 500. Voilà, environ 500. C'est notre objectif. Vous avez de grosses difficultés. Ce qui sera le record historique dans l'histoire du Front National. Comment se fait-il que vous ayez tant de difficultés pour trouver des candidats? Mais on n'a pas de difficultés. Croyez-vous qu'on ait des difficultés? Non, il y a certains endroits où nous sommes récemment implantés, c'est peut-être plus dur qu'ailleurs, mais nous serons aujourd'hui présents partout et c'est la grande nouveauté. C'est même la différence par rapport à 1995, parce qu'on parle souvent de 95. Nous serons massivement présents notamment dans l'Ouest, dans le centre de la France. Ça, c'est tout à fait nouveau. Il y a une homogénéisation aujourd'hui du vote Front National qui est très élevé partout et ça, c'est une véritable chance. Et moi, je dis évidemment aux Français, saisissez-vous des municipales. Déjà pour changer votre vie au quotidien dans vos communes, mais aussi pour adresser un message très très ferme. Le PS vous gouverne, vous avez vu le résultat, et l'UMP, croyez-vous qu'il soit capable de faire quoi que ce soit? Je vous signale que dans beaucoup de communes, à Hénin-Beaumont déjà, chez moi à Forbach, l'UMP local a déjà annoncé qu'il voterait socialiste et qu'il ferait voter socialiste au second tour face au Front National. Ils ont fait la même chose à Hénin-Beaumont. Alors à quoi sert l'UMP, puisqu'ils font systématiquement voter Parti socialiste? Il ne sert à rien ce parti. Il ne sert plus à rien. On le voit déjà sur le fond, on le voit maintenant aussi dans les élections. Florian Philippot, vous êtes candidat à la mairie de Forbach. Alors je précise, parce que c'est le CSA qui m'oblige, c'est normal, la démocratie. Laurent Kalinowski est le candidat socialiste, le maire sortant. Nous avons aussi Alexandre Cassaro, qui est le candidat de l'UMP. Voilà. Et il y a vous oubliez un candidat. Il y a un deuxième candidat UMP, dissident, M. Diligent. Voilà. Très bien. Il est 8h57, on sait tout. 8h57, vous êtes sur RMC BFM TV.